Bonsoir. Alors, je crois qu'il y a un chapitre dans ce roman qui s'appelle « Mauvaise humeur ». Et je crois qu'il est tout à fait approprié parce que c'est maman Pauline qui est de très mauvaise humeur quand les transports marchent très mal. Et donc, les bananes n'arrivent pas. Et parfois, puisque le train, la Micheline est en panne pendant plusieurs jours, il faut qu'elle distribue les bananes avant qu'elles ne pourrissent. Donc, ça, c'est dans le roman, le dernier roman d'Alain Mabanckou qu'on va présenter ici. Les cigognes sont immortelles. C'est le 12e, non? Le 12e roman. 12e, oui. Oui, très bien. Alors, ce roman qui se passe sur 3 jours, au moment d'un coup d'État contre Marianne Gouabi. Est-ce que vous pouvez nous situer un peu le contexte historique de ce roman? Le contexte historique et familial, c'est que nous sommes dans les années 70. L'Afrique, beaucoup de pays francophones ont déjà acquis leur indépendance, c'est-à-dire le blanc est parti et normalement a laissé les pays aux Africains. Et puis les Africains sont en train de se chercher des nouveaux moyens de gouvernance. Et dans ces années 70, je rappelle que beaucoup de pays africains étaient riches, le boom pétrolier, les infrastructures laissées par les colonisateurs, puisque après on aura des films dans ce sens. Et on retrouve dans une petite maison en planche, dans une petite ville à Pointe-Noire, dans un petit pays, le Congo, la vie quotidienne d'une famille dont le père, Papa Roger, travaille dans un hôtel, il est réceptionniste, dont la mère, Maman Pauline, vend des régimes de bananes aux femmes du marché de Pointe-Noire, le grand marché comme on dit, et leur enfant, fils unique, Michel, qui est le narrateur du roman de bout en bout. Donc, le livre est en quelque sorte un carnet en temps de secousse politique, carnet écrit par un enfant traversé par le rêve, la naïveté, et qui dit les choses parfois sans avoir conscience que les choses qu'il va dire vont avoir une conséquence. Donc, le 18 mars 1977, on assassine le président du Congo, Marianne Gouabi, et pendant pratiquement 2 jours, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé à Brazzaville. Et Michel écoute souvent la radio tous les jours avec son père le soir. La radio ne dit rien. Et finalement, c'est la Voix de l'Amérique qui annonce que le président de la République du Congo a été assassiné. Et c'est là que la radio nationale aussi embraye le pas en disant qu'il a été assassiné par l'impérialisme et ses valets locaux. Bon, tout cela pouvait être de l'histoire, rester telle qu'elle. Mais le problème, c'est qu'on se rend compte que plus on avance dans le roman, un coup d'État qui s'était passé à des centaines de kilomètres de Pointe-Noire va se rapprocher petit à petit de cette petite ville, Pointe-Noire, de cette petite maison en planche, là où nous sommes. Et on se rend compte que ce n'est pas du tout un coup d'État qui ne nous concerne pas familialement. Mais ça va concerner familialement ce coup d'État et la famille va vivre dans une situation d'angoisse permanente avec le couvre-feu, avec la peur de la délation, avec le fait qu'il y a une probabilité qu'un membre de la famille de cette petite maison ait été peut-être impliqué dans ce coup d'État à tort ou à raison, cela que le petit Michel, jusqu'au bout, va être peut-être celui qui va sauver la face de la famille. Oui, alors ce roman m'a beaucoup plu parce que ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le rythme. C'est-à-dire, ce sont 3 jours dans la vie d'un enfant. Alors au début, on ne sait pas encore qu'il y a eu un coup d'État. Et puis on l'apprend, je parlerai de la radio plus tard. Et puis il y a un autre personnage, le chien, qui disparaît au moment où on annonce que le président est mort. Et donc, il part à la recherche de ce chien aussi. Donc, c'est un personnage très important. Et à mesure, en fait, il y a 3 parties.
la première partie qui, en fait, donne le ton, la deuxième partie où on annonce vraiment ce qui s'est passé, et la troisième partie avec du suspense, dont je ne parlerai donc pas. Et je trouve que la fin est très poignante, personnellement. Il faut un peu de suspense, sinon il faut surprendre le lecteur, parce que j'avais voulu écrire, quand j'écrivais ce livre, je me suis dit qu'il faut que le suspense tienne sur 2 pages. C'est-à-dire que quand on arrive presque, le roman va finir, on se dit comment l'enfant va faire pour retourner la situation, parce que ce n'est pas évident. Tout le long du roman, on a vu qu'il est bourré de maladresse, des incohérences, mais aussi d'une petite fausse naïveté, la sagesse. Il se pose les grandes questions, il écoute les adultes, il a plus confiance à son chien qu'il est en train de rechercher, parce que ça aussi, ça fait partie de ce qui était attaché à ma famille, les animaux. Ce chien qui a existé dans la vie réelle, parce que le nom du père, de la mère, ce sont mes parents. Le petit Michel, c'est mon double. L'histoire a ceci de particulier, c'est qu'elle est vraie. C'est-à-dire que le coup d'État a bien existé, les représailles ont bien existé, et puis toute cette forme de colère menée par une femme. Donc, Maman Pauline, c'est cette femme que je voulais mettre en valeur pour aussi symboliser que nous avons des héroïnes. Bon, le hasard a fait que la femme héroïne en question soit ma mère. Donc, je ne vais pas bouder le plaisir d'avoir vécu avec une superwoman, comme on dit. Hein, elle a porté le pantalon. Quand vous avez parlé tout à l'heure de la mauvaise humeur, je ne vous dis pas que quand ma mère était en colère, même les mouches s'arrêtaient de voler. Hein, parce que les mouches se demandaient, là, on y va. Parce qu'elle avait sa bière. En général, le problème des bières en Afrique, c'est que les mouches tournoient autour. Les mouches, bon, si vous laissez trop les mouches, elles vont devenir ivres. Et quand une mouche est ivre, elle tourne toujours autour de vos têtes. Et donc, quand elle avait cette colère, elle arrivait, je voyais déjà mon père, il dit, ne dis pas un mot, sinon on est foutu. Hein, donc, et là, on était silencieux. Et c'est cette colère que je voulais faire traverser ici, parce que dans beaucoup de livres, cette femme a été plutôt une femme pieuse, une sorte de voix de la sagesse qu'on retrouve aussi bien dans Lumière de Pointe-Noire, dans Demain j'aurai 20 ans. Mais là, on a vu une femme active, parce que les années 70, ce n'étaient pas des années de tout repos. La condition féminine battait son plein dans notre continent. Les années 70, ce sont les années aussi de l'émergence d'une certaine littérature féminine. Hein. C'est là qu'on découvre les romans des Sénégalaises comme Aminata Sofal, qu'on redécouvre les romans comme de Mariama Ba, Une si longue lettre. Il y a une émergence de plusieurs femmes qui vont commencer à dire les sociétés africaines. Et donc, ma mère appartient à cette génération, sauf qu'elle n'est pas allée à l'école, elle n'a pas fait de philosophie, elle n'a pas fait de mathématiques, mais elle a été une femme qui symbolisait la vie quotidienne et qui était respectée par toutes les femmes du marché organisées autour de cette association qui s'appelle l'Union révolutionnaire des femmes du Congo. Toujours habillées en rouge, avec l'effigie du président de la République, et qui font des réunions chaque semaine dans le marché, jusqu'à ce que Maman Pauline va se dire, on va voir qui est Maman Pauline, vous pouvez être une association, mais vous n'irez pas loin. D'ailleurs, elle sait très bien se venger contre les 2 hommes de la maison, contre le fiston et le père, qui, au lieu de venir manger son porc aux bananes plantains, écoute la radio. Et qu'est-ce qu'elle fait? Mais je pense que cette colère, elle est vraie. Parce que je la vois encore ces jours. Quand ma mère avait préparé, il ne fallait pas laisser du temps passer. Parce qu'elle ne s'était pas décarcassée pour qu'on prenne le temps de tourner en rond avant de manger. Donc, la plupart du temps, elle faisait des navettes entre la cuisine et l'arbre sous lequel nous étions assis, le manguier. Et chaque fois, elle disait que la nourriture est prête, il faut aller manger. Et mon père avait l'art toujours d'atermoyer l'heure de la nourriture. Et c'est cette colère peut-être qui introduit
en quelque sorte le roman et l'annonce même de la grande nouvelle politique du pays, puisque c'est à ce moment-là peut-être que le chien a subodoré que ce pays-là n'est plus le mien, je dois disparaître, et il s'est enfui, le président est mort. Alors, peut-être pourriez-vous lire un passage pour donner un peu le ton de ce texte, donc, qui est à la première personne, et avec la voix naïve, mais faussement naïve et espiègle, d'un rêveur qui sait quand même où il va. Donc, je ne sais pas quelle page vous avez pu choisir, parce que je suis perdu. Dans, on lit tout, hein. Alors, page 58, on passe les cigognes. Voilà. Page 58, voilà, je ne sais pas la pagination, voilà. Donc, page 50, ah non, ça c'est la page 56 quand même. Alors, on y est. Quand passent les cigognes, c'est un chapitre qui... Quand passent les cigognes, c'est une chanson soviétique qu'on nous apprenait à l'école à cette époque-là. Si je décide d'utiliser du piment comme les veuves de Pointe-Noire pour avoir des larmes, je me créerai de gros ennuis avec maman Pauline qui me rajoutera d'autres piments dans les yeux. Alors, pour appeler la tristesse, je repense aux leçons d'instruction civique que nous apprenions chaque semaine à l'école primaire. Nous écoutions dans un magnétophone la chanson soviétique « Quand passent les cigognes », puis on nous la faisait chanter. Et moi, Michel, ce n'est pas pour me vanter, j'étais le seul à la maîtriser du début jusqu'à la fin. On dirait que le russe est une langue normale alors qu'elle n'arrive pas au talon du français. Il y avait d'autres chansons soviétiques. Elles étaient pareilles avec des violons, avec de l'accordéon, avec du piano. Et les soviétiques chantent avec de grosses voix, comme dans nos funérailles, où nous chantons de la même façon pour complimenter le cadavre. Comme ça, il va au moins s'imaginer qu'il a été quelqu'un d'important alors qu'il n'était qu'un casse-pied qui fatiguait les gens. Attention, la tristesse qui sort dans les voix des soviétiques est très différente de la tristesse de nos chanteurs. Chez nous, c'est une fausse tristesse, alors que chez les soviétiques, c'est sérieux. Et à certains moments, eux-mêmes, ils oublient que ce n'est qu'une chanson pour se divertir et ils se mettent à pleurer en vrai dans leur langue. Nous, si on prend une grosse voix triste, c'est en fait pour expliquer aux défunts qui refusent d'aller vivre au pays des décédés que ça suffit comme ça, qu'on n'a pas de tonneau de larmes en réserve pour le pleurer pendant des semaines et des semaines, comme s'il était le mort le plus malheureux de ce pays. On lui fait comprendre qu'il est temps d'arrêter sa comédie de cadavres mal éduqués et qu'il n'a pas honte d'avoir honte devant sa famille. On lui rappelle que les voisins sont venus, qu'ils ont donné de l'argent, du café et des bougies à mettre autour de son lit de mort, des draps blancs pour le couvrir. Ils se sont cotisés pour l'achat du cercueil. Comme ça, son dernier voyage se passera bien et les autres défunts ne se moqueront pas de lui sous prétexte que ses parents se sont endettés pour payer ses funérailles. Mais si je chantais bien comme passent les cigognes, sans me tromper, c'était parce que ma mémoire était gentille avec moi et me soufflait dans l'oreille le nombre de fois où j'avais déjà été fouetté pour l'apprendre. C'était le maître qui nous avait tout traduit en français, sans quoi on n'allait pas comprendre ce que les soviétiques cachaient dans leurs paroles. Chaque matin donc, après avoir dit que... Oh non, j'ai sauté une phrase. Mais donc, chaque matin donc, 3 points de suspension. Le suspense est grand. Mes pages, chaque matin donc, après avoir dit du bien du camarade président Marien Gouabi devant notre drapeau national dans la grande cour, dès l'entrée de la salle, avant même de commencer les fables de Jean de La Fontaine qu'on aimait parce que dedans, il y a des animaux intelligents qui parlaient les français sans faire des fautes de grammaire ou d'orthographe comme s'ils étaient allés à l'école. On récitait les 8 premières lignes. J'étais au premier rang, surtout quand on nous avertissait que les membres du Parti congolais du travail allaient venir de Brazzaville pour visiter les écoles de Pointe-Noire. J'ai encore cela dans ma tête, la chanson. Il me semble que parfois les soldats qui ont laissé leur vie sur les champs de bataille inondés de sang ne gisent pas au sein de notre terre, mais se sont transformés en cigognes blanches. Et jusqu'alors, depuis cette époque si lointaine,
Ils volent au-dessus de nos têtes et poussent des gémissements. Est-ce pour cela qu'on se tait, plein de tristesse, en regardant le ciel? Selon notre maître, nous autres les élèves qui allons passer le certificat d'études primaires, nous étions les cigognes blanches de la révolution socialiste congolaise et le camarade président Marien Ngouabi comptait sur nous pour l'aider à développer notre pays, notre continent et les autres continents aussi, y compris tous ces pays d'Europe qui croient qu'ils sont développés alors qu'ils changent trop de présidents et que malheureusement c'est leur peuple qui vote le chef au lieu de créer leur parti congolais du travail à eux qui va leur apprendre comment faire les choses pour que leur camarade président reste au pouvoir jusqu'à sa mort. Quand le maître avait fini de dire que nous étions les cigognes blanches de la révolution socialiste congolaise, il nous reposait la question pour contrôler si vraiment nous avions bien compris. Qui êtes-vous? Nous répondions en chœur, nous sommes les cigognes blanches de la révolution socialiste congolaise. Oui, mais en tant que cigognes blanches de la révolution socialiste congolaise, quelle est votre mission? Nous répondions en chœur, notre mission consiste à sacrifier notre vie pour la réussite de la mission suprême du camarade président Marien Ngouabi en vue de développer notre pays, notre continent et tous les continents ici aussi, y compris les pays d'Europe qui croient qu'ils sont déjà développés alors qu'ils changent trop de présidents et que malheureusement c'est toujours leur peuple qui vote le chef au lieu de simplement créer leur parti congolais du travail à eux qui va leur apprendre comment faire les choses pour que leur camarade président reste au pouvoir jusqu'à sa mort. Merci beaucoup. Après toutes ces heures passées en train, il a quand même débit. Même si vous avez pris le train pendant 7 heures, voilà. Moi je pensais même tout le temps que j'ai fait de Toulouse de Montpellier à Toulouse, presque 7 heures du temps, il faut le faire. Hein. C'est comme si j'étais même... pour le Tour de France, il nous aurait doublé 14 fois parce que là, je serais allé à New York, que je serais sorti de l'aéroport JFK, j'aurais pris le taxi ou le Uber, je serais rentré à l'hôtel, j'aurais pris la douche, j'aurais commandé la nourriture et j'aurais mangé et j'aurais commencé à voir un film pour Halloween que ça passerait. Voilà, moralité, il vaudrait mieux être une cigogne blanche pour voleter jusqu'à Toulouse. Voilà, tout à fait. Et moralité aussi, c'est comme les sketchs de l'époque où pour téléphoner à, je ne sais pas quand il fallait passer par Paris, qui vous donnait, ou à New York pour revenir à Paris et vous donner la ligne. Alors, dans ce roman, la radio a un rôle très important. Alors, je dois dire que je ne connais pas du tout l'Afrique centrale. J'ai vécu 12 ans à Ouagadougou et donc ce qui m'a impressionnée, c'est que j'ai eu l'impression que je connaissais, j'ai vraiment retrouvé une ambiance que j'ai connue. Bon, aussi, je suis passée à plusieurs coups d'État et révolutions au Burkina, et je sais à quel point la radio était intéressante et était importante, et on voyait les gens à vélo qui pédalaient avec la radio contre l'oreille. Et donc, quel est le rôle, finalement, c'était le média de l'époque, l'importance de la radio dans cette situation extrêmement ambiguë? La radio était le média le plus populaire, mais même aujourd'hui, les Africains écoutent beaucoup Radio France Internationale. C'est peut-être la radio, ils ne savent pas que France Inter autour là, non, c'est Radio France Internationale. Et même au fin fond d'un village, le monsieur a acheté son transistor, il écoute la radio. La radio est toujours ouverte 24 heures sur 24 parce que c'est le média qui nous permettait de sortir un peu de notre cocon ou bien un peu de notre cercle familial ou de notre cercle national. Et j'ai toujours le souvenir que la principale préoccupation des parents, c'était qu'il faut que les piles soient toujours neuves. Parce qu'on était convaincus que si les piles ne sont pas
neuves ou que si les piles commencent à être avariées, la radio va dire des mensonges. Hein? C'est pour ça que le petit disait toujours, mais je ne comprends pas. Et mon père, parfois, et pourtant il fait les études juste au certificat d'études, quand on annonce la mort du président à la radio, il pense que notre radio là n'a pas dit la vérité. Il va demander au voisin, est-ce que ta radio aussi a dit la même chose? Donc voilà, donc 3-4 radios, au bout de 5-6 radios dans les quartiers, on dit, bon, donc l'information est vraie. Parce qu'on ne sait jamais avec les radios. Et ma mère, quand elle voyait la radio, parce que parfois il y avait dans la radio nationale des émissions en langue congolaise, le lingala ou le munukutuba. Et mon père, ma mère qui disait, mais les blancs vraiment est fort, quoi. Comment la radio là peut parler notre langue? Donc il croyait toujours que la radio là, on l'a achetée pour parler la langue congolaise. Donc elle n'imaginait pas qu'il y avait un micro derrière. Par exemple, là on s'est dit, mais comment ces micros là, si je change de langue, le micro comprend la langue. Donc il y avait cette sorte de... La radio, c'était l'élément sacramentel. Quand on faisait un coup d'État, la première chose que les putschistes faisaient, c'est d'aller prendre la radio nationale. Le génocide du Rwanda s'est fait par la radio Mille Collines. C'est-à-dire on a élevé les gens contre en disant bah, « Écoutez, prenez les machettes, il faut écraser les autres, c'est des cafards. » Et le paysan qui est en train de couper, je ne sais pas, son arbre pour le bois ou je ne sais pas quoi, il dit « Ah ben oui, il faut prendre les machettes. » Immédiatement, donc, la radio, une fois qu'on avait pris la radio, on avait pris le palais présidentiel, le pouvoir y changeait. Parce que celui qui avait la radio, c'est pour ça qu'à l'époque, le président de la République était à la fois président de la République, ministre de la Défense, Premier ministre, président du Parlement et ministre de la Communication. Tout ça sur une même personne. Oui. Donc j'imagine, comme je l'avais écrit à l'époque dans Verre cassé, s'il y a un conseil de ministres, tous les ministres sortent, le président reste lui-même avec ses titres. Donc il va parler d'abord comme président, puis comme Premier ministre, puis comme ministre de la Communication, parce qu'il prend le pouvoir là où ça peut faire mal. L'armée ne fera que suivre le peuple. La radio est importante. C'est pour cela que même jusqu'alors, pour les régimes autocratiques, quand nous nous exprimons à la radio ou à la télé, ça leur fait mal, parce qu'ils ne peuvent plus avoir le contrôle de l'information qui s'est mondialisée. Vous pouvez fermer la radio nationale, les Africains vont sur Internet. Quand vous fermez Internet, ils vont faire WhatsApp. Quand vous fermez WhatsApp, c'est pour ça que maintenant, le dictateur le plus aguerri il coupe Internet avant les élections. Tout d'un coup, il dit « Ah, il y a une panne d'Internet dans le pays. » Voilà. Il y a une panne totale, on ne sait rien. Le téléphone aussi, il y a une panne. Et puis, une fois qu'il a été élu à 99,9%, comme par hasard, la radio et tout revient pendant son discours. Il dit « Ah, mais c'est bizarre, la radio est revenue. » Donc, après, il parle. Voilà. Voilà. Donc, on a bien vu déjà dans le passage que vous avez lu comment le politique s'immisce dans le quotidien, et plus on avance dans le roman, plus on voit l'importance du politique. Et alors justement, il y a des moments dans le roman où vous utilisez des italiques qui, je pense, sont des citations. Par exemple, la phrase que Mgwabi avait dite. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ceci? Comment vous arrivez à entremêler à la fois ce roman d'apprentissage d'un enfant et finalement, c'est une sorte de ce que les Anglais appellent fact and fiction, qui est à la fois historique et personnel et intime. Ben, nous étions déjà des spécialistes de la récitation. C'est-à-dire que venant d'une culture communiste, on avait l'idéologie des Russes et il fallait apprendre les choses par cœur. Donc certaines citations, il suffit seulement que j'appuie sur le bouton pour que la récitation revienne. Les phrases de Marien Ngouabi, on les étudiait, du président Marien Ngouabi, on les étudiait à l'école pendant le cours de l'instruction civique. On savait qu'on avait les commandements du pionnier. Le pionnier est un militant conscient et efficace de la jeunesse. Dans tous ses actes, il obéit aux ordres du parti. Ça, c'était l'article 1 des Cigognes blanches de la Révolution. Le pionnier est un militant conscient et efficace de la jeunesse. Dans tous ses actes, il obéit aux ordres du parti. Et là, on avait déjà cette kyrielle. Et puis, quand le président faisait le discours,
C'est comme si Dieu nous avait envoyé la parole depuis le ciel. On devait l'étudier, analyser. Voilà, attention, il ne faut pas trop faire dire au président ce qu'il n'a pas dit. Donc, il faut citer textuellement. Là, par exemple, la phrase dont vous parlez, où dit quand son pays est sale, on ne peut le laver qu'avec son sang. C'était le dernier discours qu'il avait fait, presque un discours prémonitoire. Et il avait fait ce discours pour l'anniversaire, je ne sais pas quel anniversaire, de la révolution, de l'Union révolutionnaire des femmes du Congo. C'était une sorte de journée de la femme. Le président, il est venu pour parler aux femmes du pays. Et à la fin, il a terminé son discours. Quand ton pays est sale, tu ne peux le laver qu'avec ton sang. Et 3 jours après, on l'a assassiné. Alors nous, on était là, on dit, mais c'est formidable. Il a dit le sang, donc il a lavé le pays. Donc le sang, c'était ça. Donc la coïncidence, c'était même, il y a un côté christique. Le président fait un dernier discours et la radio nationale, idiotement, le lendemain de la mort, a commencé à faire ce discours. Donc ça a donné encore au président une immortalité au-delà même de celle des cigognes soviétiques. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman aussi, alors, les particularités linguistiques, Oui. où, alors, par exemple, tout à l'heure, vous parliez de la maison des parents, que vous appelez la maison en attendant. Oui. Et alors, en attendant d'avoir une vraie maison, voilà. on se et met alors, là. justement, Voilà. ça m'a fait rire parce qu'à Ouaga, Oui. en attendant, vous savez ce que c'est? Non. Ce sont des tongs, des chaussures, des tongs qui sont en pneus récupérés. Oui. Et donc, les enfants appellent ça en attendant d'avoir des vraies chaussures. Et là, voilà. C'est en attendant d'avoir une vraie maison. Voilà. Donc là, c'est des chaussures en attendant. Il y a aussi des maisons en attendant. Oui, et puis il y a les chaussures. Alors, les chaussures, comment vous les appelez? La Chine en colère. La Chine en colère. Vous pouvez nous parler de la Chine en colère? La Chine en colère, c'était comme c'était les ballerines, parce qu'on trouvait dans les films de Bruce Lee, de karaté. Vous voyez, ils ont comme des pantoufles, mais c'est des ballerines. Il y en avait en noir ou en blanc. Et nous avions tellement une culture du cinéma, de karaté et autres, quand on avait vu pour la première fois Bruce Lee porter ses ballerines, et puis pendant le combat avec Karim Abdul-Jabbar, il décollait, c'est-à-dire il quittait le sol et le pied allait là-bas, c'était bien, on avait l'impression que c'était vraiment un pied artistique, hein, on dirait que c'était un ballet. Donc, et là, on avait dit, là, la Chine est en colère. Et c'est là qu'on a donné à ces chaussures le nom de la Chine en colère, et tous les jeunes, quand il y avait un anniversaire ou quoi, on pleurait chez les parents, je veux mes chines en colère, je veux mes chines en colère. Donc, tout le quartier était habillé en chine en colère. Et en général, quand Michel porte la chine en colère, c'est qu'il va s'apprêter à faire une course folle pour sauver ce qui doit être sauvé. Et heureusement qu'il avait la Chine en colère lui-même à la fin du roman. Puisque il voulait bien être à la mode. Moi, j'ai porté aussi des chines en colère, hein, et c'était bien. Hein. C'était l'ancêtre des sapeurs. C'était la sape. Le Congo, on avait déjà le culte de bien protéger ses pieds, de bien s'habiller dès cet âge. D'ailleurs, c'est la première phrase du roman. Hein. Dès la première phrase du roman, il parle des habits. C'est-à-dire que Maman Pauline dit toujours que quand on va dehors, voilà, il faut changer de chemise, etc., etc. On est en plein. La culture, c'était même ça. Quand votre mère vous voyait avec une chemise trouée, elle vous faisait pendant 4 heures une morale, vous restez à genoux, tu te rends compte, les voisins vont dire qu'on n'a rien, alors que tout ce que je fais, on m'a même dit que... Alors, donc, à ce moment-là, il faut porter. Mais on appréhendait Moi, j'aimais pas les habits neufs, parce que j'avais l'impression que tout le monde me regardait. Donc, du coup, je voulais toujours porter le même, et c'est là que cette prescription venait. Mais maintenant, imaginez le petit Michel habillé avec ses chines en colère, qu'il a bien chaussé, et avec un ensemble en pagne et l'effigie du président Marien Gouabi partout. Et il est en train de courir dans la rue.
Mais ça faisait, tout le monde se retourne, y compris les militaires du couvre-feu se mettent à rire. Pour une fois, les militaires, parce que les militaires ne rient pas n'importe comment en Afrique. Hein. Ils croient que pour être militaire, il faut être fâché. Donc, ils ont toujours une gueule d'attaque. Et j'ai d'ailleurs le souvenir, la dernière fois où j'étais allé au Congo-Brazzaville, comme je voulais que le roman soit mis en théâtre, c'était Vers cassé. Et puis, on l'a fait au Centre culturel français. Il y a 800 places. Et le jour-là, le ministre de la Culture a estimé qu'il devait venir voir le spectacle de Vers cassé. Et le ministre de la Culture n'est pas venu seul, il est venu avec son collègue de la Défense, avec 14 militaires. Ils sont rentrés, ils ont pris... les 14 militaires étaient censés protéger les ministres. Mais le problème, c'est qu'ils se mettent au milieu de la salle. Mais imaginez si les agresseurs viennent derrière, les militaires, ils ne vont pas voir, parce qu'ils se sont tous mis au milieu en groupe. Mais malheureusement, la scène commence avec une scène du président de la République qui est en train d'engueuler son cabinet et qui est en train de demander à son cabinet de lui trouver une phrase qui resterait dans la postérité. Et donc, j'étais en train de rigoler sur le militaire, etc. Ils étaient coincés. Et au bout d'un moment, il y a un militaire, peut-être le seul qui avait une âme de poète, a éclaté de rire. Le silence qui a été dans la salle, il y a un qui éclate de rire, l'autre militaire aussi éclate de rire. Et là, ça s'était arrêté. Les militaires commençaient à desserrer un peu les galons. Tout le monde rigolait dans la salle. C'est la première fois que j'ai vu l'armée congolaise rire, parce que quand elle les voyait, ils avaient toujours le visage très fermé, des lunettes noires, comme si la guerre était vraiment arrivée aux portes de la ville de Pointe-Noire. Alors, dans ce roman, on parle bien sûr du Congo, et du Congo qu'on appelle Brazza, et de l'autre Congo, et de Mobutu, et de Lumumba. En fait, on a toute une histoire de l'Afrique aussi, et de l'Europe, et de la colonisation. Donc, est-ce que vous avez fait des recherches à ce niveau pour cette époque-là, ou est-ce que ce sont vos souvenirs d'enfants que vous avez un peu ravivés? Oui, j'aime pas trop saturer parfois le récit avec des documentations où on pense qu'il a fait pratiquement un mémoire d'histoire pour le faire. Moi, je fais plus confiance aux souvenirs. J'aime donner à l'histoire un aspect humain. Donc, c'est traverser beaucoup de souvenirs parce que je suis de cette époque-là, parce que je suis né après les indépendances. J'avais 11 ans lorsque tout cela se passait. Évidemment, vous pouvez regarder de temps en temps des recherches pour avoir les dates précises, les noms précis, parce que allez vous souvenir les différents noms du président chinois de l'époque, c'est pas facile. Donc, il faut un peu avoir la précision. C'est bien beau de dire Elena Ceausescu, mais comment vous allez l'écrire? Donc, il faut quand même vérifier. Donc, nous, on le chantait, c'était dans la tête. Oui. Donc, les noms propres pour ne pas avoir être perturbé. Et puis, l'histoire du Congo, c'est ça le paradoxe, c'est qu'on n'a pas de livre d'histoire sérieux, écrit vraiment pour éclairer l'histoire du Congo. Elle est à travers l'histoire des familles. Et c'est pour cela qu'il y a à la fois des témoignages à l'intérieur du livre, du fils du président Marien Ngouabi pendant une conférence nationale, des éléments comme ça, qui étaient des éléments visuels, audiovisuels qu'on entendait. Et puis moi, je vivais pratiquement aussi plus tard dans le quartier où a été assassiné un des protagonistes de cet assassinat. Donc je voulais à la fois écrire une page, c'est vrai, d'histoire, mais surtout une peinture sociale de ce Congo de cette époque-là. Et la vérification, c'était vraiment sur la précision de certaines dates. Et puis pour le reste, même quand
l'histoire est là, il faut avoir une autre manière de la raconter qui ne soit pas une manière doctorale où on est assis du haut de sa cathédrale de professeur d'université pour lancer quelques miettes de savoir à ceux qui se disent, vous voyez, Oui. donc Non, je ne mais voulais pas de ça. Mais ça marche très bien parce que, alors en plus, avec des noms qui sont parfois pour nous un peu compliqués, on arrive quand même tout à fait à se repérer. Oui, les noms sont toujours compliqués. Vous savez qu'un nom est compliqué, un nom ne devient plus compliqué lorsqu'on devient célèbre. Hein. Je veux dire que si Finkielkraut n'était pas connu, personne ne peut écrire son nom. Donc, voilà. Si Houellebecq n'était pas connu, je vous dis Houellebecq, vous allez me dire comment on l'écrit avec Z à la fin. Non, donc il y a toujours, les noms sont toujours compliqués parce que c'est des gens qu'on n'a pas croisés. Je peux aller multiplier des exemples. Eisenhower aux États-Unis, s'il n'était pas connu, allez-y écrire Eisenhower. Hein, où est-ce qu'il y a Z, où est-ce qu'il y a A, I ou quoi. Il y a toujours une certaine complication. Mais c'est des noms au fur et à mesure. Je veux dire, c'est des noms des gens qui sont vivants, des personnages qui ont eu des accointances avec la France. Parce que tous ces militaires qui font un coup d'État, qui les a formés? L'école de Saint-Cyr. Ici. Le président, vous voyez, il y a une page qui se passe même à Strasbourg, quand le président Marien Gouabi est dans un café, il voit une serveuse et il tombe en pamoison devant cette serveuse et il commence à se fricoter un peu. Et après, bon, il n'est pas encore président, il est à l'école de Saint-Cyr, il est en train d'apprendre le métier des armes, il n'est même pas encore capitaine. Et puis, bon, la relation se faisant, ils ont un premier enfant, puis un deuxième enfant. Et après, bon, le président dit, bon, tu m'attends là, à Strasbourg, le temps que je rentre au pays, pour aller trouver une petite place de travail. Et il va à Pointe-Noire, où il travaille à la garnison, au chef d'état-major. Et il a il a 27 ans. Et à 28, 29 ans, à l'issue d'un coup d'État, le voilà devenu président de la République. Et tout d'un coup, les Congolais vont avoir comme première dame une femme blanche française, qu'on va appeler la maman nationale blanche. Donc, bon, la femme s'apprête à venir. Mais ce qu'elle ne sait pas, que sur place, le président de la République, qui a pris le pouvoir, pour contenter aussi une frange de la population, a pris une deuxième femme qui est noire. C'est la Céline Vouka. Et la femme blanche dit « je ne viendrai jamais », elle n'est jamais venue. Mais elle nous a laissé 2 héritiers, dont un a été assassiné dans les années 90, dont on retrouve... C'est le Marien Gouabi Junior qui explique comment son père est mort parce qu'il était dans le palais présidentiel. Donc on a eu cette élégance d'avoir quand même une première dame française qui était venue lors des funérailles de Marien Gouabi en 1977. On voyait les 2 enfants qui étaient là, la femme, la première dame couverte par le voile noir, puis l'autre femme, elles étaient assises comme ça, comme on dit au Congo, en rival, c'est-à-dire dans un mariage presque polygamique. Mais pour nous, on ne faisait pas de distinction. On l'appelait maman nationale, comme on appelait l'autre aussi. On avait 2 mamans nationales. Ça nous permettait de faciliter la négociation des contrats avec la France. Voilà. Eh oui. Et alors, on voit là encore, justement, par-dessous, très souvent revient la phrase de Michel à propos du coup d'État. Ceux qui sont autour, qui sont en train de pleurer Marianne Gouabi, les 11 personnes, parmi elles, on reconnaît bien sûr Denis Sassou Nguesso. C'est-à-dire qu'après l'assassinat du président Marien Gouabi, il y a un comité militaire du parti qui s'est créé avec 11 personnes. Le président de ce comité s'appelle Yombi Opango, qui se trouve à Brazzaville actuellement. Le vice-président, c'est Denis Sassou Nguesso, l'actuel président de la République. Ça, c'est des faits normaux. Hein. Si c'était des faux, si c'était quoi, ils allaient me porter plainte pour diffamation. Et ils ne peuvent pas. Ils ne veulent pas ouvrir les dossiers. Non, laissez le roman respirer. Donc, ils ont créé ces 11 membres. C'était que des hommes. Hein. C'était que des hommes. Et dans les 11, il y avait pratiquement, je ne sais pas, pratiquement 8 ou 9 qui étaient du Nord et les 2 autres du Sud. Et
2 ans après, eh ben, Sassou Nguesso, un autre coup d'État, on enlève le président Yombi et c'est là que Sassou Nguesso est devenu président de la République du Congo, c'est-à-dire 2 ans après la mort du président Marien Ngouabi, 1979. J'avais 13 ans et j'ai 52, il est toujours au pouvoir aujourd'hui. Donc vous voyez bien que vous voyez bien pourquoi on ne veut pas que ce livre-là soit trop à la maison. Hein. Donc parce que sinon il est en train de réveiller quelque chose. Et ces 11 personnalités sont celles qui ont accaparé le destin de tout un pays jusqu'à ces jours. Parce que les malheurs que ce peuple a connus viennent du fait que les 11, comme dans une équipe de football, voilà, se passaient la balle. Tiens, je te passe la balle, tiens, tu marques un but, tu marques, allez, on mène, voilà. Et donc, parmi les 11, il y en a qui ils sont pratiquement toujours ensemble. Hein. Yombi est là-bas, il travaille avec Sassou. Florent Tiba, il est là-bas, il travaille avec Sassou. D'autres sont à la retraite, puisque le président Sassou va avoir peut-être bientôt, je ne sais pas, 80 ans. Ou 76, et il vient d'être élu 17, il y a combien de temps? Il s'est fait élire. Oui. Pas il vient d'être. Il s'est fait élire parce qu'il a changé la Constitution. Voilà. Quand il n'était pas là, il a dit oh non, à partir de 70 ans, on ne peut plus se présenter. Il croyait qu'il n'aurait jamais 70 ans. Le problème, c'est qu'il s'est mis au pouvoir et puis il a compris que quand les élections vont venir, il aura 71 ans. Donc, tout d'un coup, 3 ou 4 semaines avant les élections, la Constitution, là, n'est pas bonne, hein, il faut la changer. Et comme par hasard, on a changé l'article sur l'âge. Donc, on a dit, oui, l'âge ne va plus compter. On dit, mais c'est pas grave, comme c'est une nouvelle Constitution, toi, tu étais dans l'ancienne, tu sors d'abord, et puis on a... Non, moi, je suis là, voilà, je fais partie de la continuité de l'État. Donc, c'était un peu le paradoxe de ces révolutions. Oui. Alors, je ne sais pas si on a le temps de lire un autre petit morceau. Moi, j'ai adoré le passage, parce qu'il y a des moments où, justement, on voit aussi comment les enfants peuvent être manipulés et aussi la cruauté de certains enfants. Et alors, j'ai pensé, page 189... lorsque Michel décide d'aller pour l'enterrement de Mariam Ngouabi, de se mettre un bandeau noir avec ses chaussures de Chine. Là, la Chine en colère. La Chine en colère. Donc il décide de s'habiller. Vous savez, j'avais pensé donner le titre du livre La Chine en colère, mais les gens allaient croire que c'est un livre sur le pouvoir de la Chine, donc j'ai laissé tomber. Oui, voilà. il valait mieux. Alors, donc, les chapitres s'appellent l'étoffe noire parce qu'à cette époque, quand le président était mort ou quand le président meurt, tous les enfants, tous les jeunes, toute la population doit porter une étoffe noire autour du bras. Et donc, c'était développer un commerce d'étoffes noires, mais pas possible. Tout le monde vendait des étoffes noires. Tout le monde les portait. Alors, donc, Michel aussi, il parle de cette étoffe. Il dit... Depuis que je suis sorti de la boutique au cas par cas, c'est une boutique du quartier, j'ai vu passer au moins 25 ou 30 camions militaires. Au lieu de vite retourner à la maison, je prends une rue qui n'a pas de nom, avec la monnaie bien serrée dans la main droite et les sachets dans la main gauche. Il y a un nouveau type de commerce partout. Des enfants vendent dans les rues des étoffes noires à mettre autour du bras pour montrer qu'on est en deuil. Tout le monde en a. Et je me dis qu'il faut que j'en achète une pour être tranquille au cas où un camion militaire passerait à côté de moi et remarquerait que je ne respecte pas le camarade président Marien Ngouabi. L'étoffe en question coûte 25 francs comme le tabac de Papa Roger. Si j'en achète, mon père ne sera pas fâché. Au contraire, il se dira que je n'ai pas oublié que j'étais et que je reste une cigogne de la révolution socialiste congolaise. Les vendeurs d'étoffes noires sont tellement nombreux que je ne sais pas chez qui je vais en prendre. Je m'arrête devant l'un d'eux, qui est pieds nus, avec un ventre ballonné. Il me fait pitié, car à voir comment ses lèvres sont sèches, j'imagine qu'il n'a pas mangé au minimum depuis avant-hier à 14h30. Pour lui,
C'est un grand bénéfice que le camarade président Marien Gouabi soit mort. Il peut maintenant se faire de l'argent, manger, peut-être aussi acheter des savates pour ne plus marcher pieds nus. Malgré mes bonnes pensées, d'un autre côté, je me demande où il trouve ces étoffes. Dans tout commerce, c'est le commerçant qui achète la marchandise en gros pour la vendre au détail comme Maman Pauline le fait avec ses régimes de bananes. Je comprends vite ce qui se passe dès que j'aperçois à quelques mètres de ces enfants commerçants des gaillards qui les surveillent. C'est les mêmes gaillards qui font les caïds dans le marché de Pointe-Noire et qui arrachent les sacs à main des femmes du côté du pont de Vungu ou de Komapan. C'est eux les fournisseurs. Les petits maigrichons ne font que vendre et toucher un bénéfice très minuscule comme le caca des moineaux. En plus, puisque ces gaillards voient tout de là où ils sont, si tu n'achètes pas leurs marchandises, ils vont te suivre à distance et te donner des coups de poing dans la figure comme si tu étais un complice des assassins du camarade président Marien Gouabi. Je tends une pièce de 25 francs à l'enfant au ventre ballonné. Il regarde la pièce et me dit « Non, je ne prends pas ça. » Les gaillards nous surveillent. Je dois faire attention à mon comportement. Je parle d'une voix gentille, je souris aussi. Comme ça, ces gaillards se diront que les choses se passent bien entre nous et que nous nous connaissons bien tous les deux. Mais pourquoi tu ne prends pas ça? C'est pourtant une jolie pièce. En plus, elles ne sont pas mauvaises comme l'argent que les femmes mettent dans leur soutien-gorge. Et non, je ne prends pas ça. Point à la ligne. Mais mon frère, c'est une pièce de 25 francs. Regarde bien, tu verras que non, je ne prends pas ça. Je ne suis pas ton frère. Ce que je vends là, ça coûte 50 francs maintenant. Il veut me voler alors que sur sa pancarte par terre, c'est écrit que l'étoffe noire coûte 25 francs. Je le laisse là. Je vais vers un autre enfant qui a un ventre normal. Il porte une chemise avec une seule manche. L'autre n'existe plus. Il n'y a que quelques traces qui montrent qu'elle a peut-être été arrachée dans une bagarre. Je lui donne ma pièce de 25 francs. Non, je ne prends pas ça. Mais mon frère, pourquoi toi aussi tu ne prends pas ça? Je ne suis pas ton frère. Ce que je vends là, ça coûte 60 francs maintenant. Mais ça coûtait d'abord 25 francs, puis ça coûtait 50 francs et maintenant ça coûte 60 francs. Si tu blagues trop avec moi, ça va coûter 100 francs et quelques. Jamais moi, Michel, fils de Kenge Pauline et de Kimangou Roger, je vais acheter ce tissu noir pour 100 francs ou 100 francs et quelques. Ok, c'est pas grave alors, va dire ça aux gaillards là-bas, c'est à eux, c'est eux qui vont te vendre ça avec des gifles en cadeau. Je retourne chez l'enfant au ventre de ballon de rugby, c'est mieux d'acheter ça à 50 francs qu'à 60. Eh bien, il a aussi changé d'avis. Il me dit d'aller acheter chez son ami à la chemise déchirée par la bagarre. Et quand je me pointe de nouveau devant son ami, le prix est maintenant à 100 francs. Je n'ai pas envie de patoiser avec eux. J'achète finalement et je continue ma route. De loin, les gaillards ricanent car, rappelez-moi, d'autres personnes sont en train d'acheter ça à 25 francs. Et il y en a qui débattent ce prix, partent avec ça en payant 15 francs seulement. Je mets mon étoffe autour du bras. Et je me dis que le camarade président Marien Gouabi sera content de moi car j'ai acheté ça plus cher que tout le monde. Et puis, il sera aussi très content de moi parce que, alors que les gens croient qu'il est mort pour de bon, moi je me dis qu'il est en train d'apprendre à voler au-dessus des têtes des gens comme les cigognes blanches qui sont en fait des soldats russes ayant laissé leur vie sur des champs de bataille inondés de sang. Merci. Merci. Alors, je ne sais pas combien de temps il nous reste encore. Je voulais poser une question plus générale. Oui. On vous avait, par rapport... Alors, vous écrivez en français. Vous parlez combien de langues africaines? 7, Lingala, Monokutuba, Bembe, Teke, Vidéo, voilà. Tout à fait. Et on vous avait... Sans compter le français, qui est une langue africaine. Oui. Donc ça fait 8. 8. Et alors, on avait voulu vous impliquer dans le projet de la francophonie et vous avez refusé. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça? Le pauvre président Macron, il souffre, on va les laisser tranquilles. C'est difficile d'être jeune, président.
il travaille, non, on ne veut pas, on lui fait payer le côté énergique, le côté enthousiasme, le côté, comment ça s'appelle, Jupiter, comme vous dites ici. Voilà, voilà, bon. C'est un homme, en fait, qui cherche à développer la France. Mais c'est difficile de développer la France parce que la France a 60 millions d'avis. Et chaque Français est un président potentiel. Donc, il y a toujours un moment où c'est difficile. Et quand on vient rajouter à ces problèmes nationaux le fait que vous embarquez les Africains dans un discours sur la francophonie, eh bien, nous sommes là comme des petits boucliers pour rappeler qu'on ne peut pas continuer à jouer des rôles d'anciens combattants. On n'est pas des gens qu'on appelle que lorsque la langue française est en train de subir quelques coups de couteau ou que la France est menacée. Parfois, il faut aussi appeler ces gens quand la France va bien. Quand la France va bien, on est content, on se rappelle qu'on a du bon vin et du camembert qui pue, on a le béret basque, on est content. Mais la France appartient à tous ceux qui défendent son génie, quel que soit l'endroit. Et on n'a pas besoin de créer des institutions qui sont là en train de menacer peut-être cette idée qu'on s'était fait, nous, de la France depuis fort longtemps. Aujourd'hui, tous les Africains pensent que la francophonie, c'est un moyen de temps en temps de regrouper quelques présidents africains, dictateurs. Ils sont là en train de manger, de se partager les boudoirs, puisque c'est eux qui décident qui va voter. Et donc moi, je ne voulais pas rentrer dans ça. Ce que je pense, moi, ma francophonie, c'est la francophonie des cultures et de la langue française. C'est-à-dire comment on va faire à travers nos cultures différentes, celles des Bretons, des Corses, des Congolais, des Québécois. Comment avec nos cultures, on va faire en sorte que ces cultures vont irriguer la langue française de demain qui sera internationale, qui sera forte. Parce que comme je le dis toujours, il y a plus de gens qui parlent la langue française à l'extérieur de la France qu'à l'intérieur de la France. La France est d'ailleurs même une petite minorité. Je prends que les Aïrois à côté, les ex-Aïrois, ils sont presque bientôt 100 millions au Congo démocratique. Il n'y a pas 100 millions de Français. Si vous rajoutez à ça du côté du Québec, du côté de Belgique et autres, ben voilà, on a une multitude de langues françaises et je ne souhaite pas que cette richesse soit l'otage des politiques. Ah, on a jusqu'à la 10 minutes. D'accord, ok. Et alors j'ai vu que vous aviez traduit, c'est Chris Abani? Non, Izondima Iweila. Ah, mais ça, il y a longtemps, en 2010. Hein. Voilà. Ouais. Merci. Il m'arrive de traduire aussi. Et oui, voilà. C'est-à-dire, alors, justement, je prends en anglais, je traduis des livres en français. Voilà. Et moi, donc, alors, je pense, est-ce que vous pensez justement, enfin, moi en tant que angliciste travaillant sur l'Afrique, sur le Nigeria ou le Ghana, justement, j'ai été choquée quand je vais là-bas, le peu de rapport qu'il peut avoir entre justement les littératures de pays qui sont à côté, tout simplement parce qu'ils ont été colonisés, soit par les Anglais, soit par les Français. Et donc, est-ce que l'avenir aussi, c'est que les Africains se traduisent entre eux, comme vous l'avez fait finalement? Oui, ça a commencé, puisque moi j'ai traduit un Nigérian. Le Nigeria n'a pas été colonisé par la France. Mais comme vous voyez dans le livre, comment la France est rentrée au Nigeria parce que supportait la guerre du Biafra, les Bob Denard et autres, les Fokar travaillaient pour que le Nigeria soit divisé, etc. Donc, c'est des rapports interafricains qui sont importants. Ici en France, quand on parle de l'immigration, les gens croient que les Africains, ils arrivent en masse. La plus grosse immigration africaine se fait à l'intérieur de l'Afrique. Tout le commerce dans l'Afrique centrale est tenu par les Ouest-Africains. Beaucoup d'Africains vont faire des études à Dakar, au Maroc, en Algérie, et beaucoup d'Algériens ou des Marocains vont en Afrique subsaharienne. Les Libanais viennent là-bas pour le commerce, les Syriens viennent. Cette immigration, on n'en parle jamais, c'est la plus forte et elle n'a jamais posé de couacs. On n'a jamais vu les Congolais ramasser en masse. On dit, tiens, vous les Marocains, rentrez chez vous. Non. C'est une immigration, c'est bien passé parce que ces peuples qui viennent
sont toujours en bonne courtoisie avec les peuples qu'ils trouvent sur place. Et parfois, ça me fait très plaisir de voir un Malien, un Sénégalais qui parle le lingala, les langues de l'Afrique centrale. Et donc, pour nous, c'est une richesse aussi à faire. Mais aujourd'hui, si ça n'a pas marché, c'est parce que la stratégie de la colonisation est une stratégie forcément de division. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les peuples s'entendent ici et là, sinon notre gouvernance coloniale sera plus difficile. Et donc nous sommes dans un système où, malheureusement, de plus en plus, et je l'ai dit toujours, c'est que nous devons gérer les politiques des gens qui sont dans la marginalité, des peuples qui migrent, des immigrés qui viennent ici. Il faut gérer cette politique et notre humanisme consiste aussi à reconnaître leur histoire. C'est pour cela que, et je vous l'ai dit, que même si j'avais accepté d'aller être aux côtés de Leila Slimani à la francophonie pour le président Macron, mais quand il m'a invité pour aller sur 6, pour aller prononcer un discours pour la mémoire de l'armée noire qui a combattu pour la France, ça je l'ai accepté. Donc j'irai le 6 aux côtés du président pour le faire avec la liberté de ton qui est caractéristique à ma personne. Je rappellerai comment ces soldats doivent être considérés comme des Français à part entière et non entièrement à part. Je rappellerai que la France, comme je l'avais dit au collège, l'histoire de France est aussi cousue de fil noir et que les mains noires sont ici et que nous avons combattu. Quand on était dans la brousse, on entendait l'Empire est menacé, mais nous tous on tremblait, l'Empire est menacé, et hop, on y allait, on ne réfléchissait pas. Quand quelqu'un est en train de mourir, il faut chercher des moyens de le sauver. Et donc ça, je le ferai pour la mémoire de ces soldats noirs, mais aussi comme un signe pour que de plus en plus on n'écoute pas trop ces vendeurs d'idéologie actuelle qui écrivent des livres insalubres, indigestes, nocifs et qui nous écartent du seul lien qui importe aujourd'hui, c'est-à-dire l'élégance de la courtoisie, le fait que vous avez vécu pendant 12 ans en Afrique de l'Ouest, j'ai jamais vécu là-bas, vous êtes plus africaine de l'Ouest que moi. C'est-à-dire, j'ai beaucoup à apprendre de vous. Ce n'est pas forcément un Sénégalais ou un Burkinabé qui va me parler. Moi, je veux écouter votre discours, comment ils vous ont perçu, vu le sourire que vous avez. Vous aurez voulu même vivre là-bas 60 ans, mais vous êtes venu en France un peu requinqué. Mais je sais que vous avez des attaches, et ces attaches font que nous avons une histoire commune qu'on ne peut pas nous voler par les politiciens. En tout cas. Et alors justement, en lisant ce roman, et pour revenir à l'histoire aussi, est-ce que combien d'habitants il y a à peu près au Congo, enfin ce que j'appelle Congo-Brazza, par rapport, parce qu'il y a les deux Congos, l'un ayant été colonisé par les Belges, et Kinshasa, et les autres par les Français, là encore. Oui. Hein? Mais nous, on n'était pas nombreux. C'est pour ça que les Français n'avaient pas trop de problèmes. À l'époque des années 70, là, on n'était même pas 1 million. On n'était même pas 2 millions. Ça devait être 1 million et quelques. Donc, c'était un petit pays. Vous avez 1 million, peut-être 500 000 habitants. Vous avez le pétrole. On pouvait même se partager les barils de pétrole qui n'y aurait pas de problème. Mais on a trouvé, finalement, en face, il y avait déjà peut-être 50, 60 millions. Donc, c'était un tout petit pays qui s'était remarqué par sa scolarité, puisque l'école était obligatoire, l'école était gratuite, et la trace même de la capitale de la France libre, puisque c'était Brazzaville. Hein. On ignore souvent que pendant la guerre mondiale, le général de Gaulle ne s'est pas réfugié qu'à Londres, hein. Il est allé à Brazzaville. C'est de là qu'il a lancé les forces. Et il y a même l'endroit, comment s'appelle, l'ambassade de France, la maison là s'appelle la Case de Gaulle, en mémoire du général de Gaulle. Quand vous êtes là, vous apercevez l'autre Congo, qui est plus rempli, qui est plus riche et qui a plus de population. Et oui, parce qu'entre les deux Congos, il y a le fleuve qui... Il y a le fleuve qui nous sépare parce que ça formait un seul... royaume. Et l'histoire, c'est que
les Français et les Belges étaient à la quête des territoires. Les Français avaient lancé leur explorateur qui s'appelle Savorgnan de Brazza pour aller chercher les terres pour la France. Et les Belges avaient lancé Stanley pour aller chercher les terres pour la Belgique. Curieusement, la France avait envoyé un Français d'origine italienne et les Belges avaient envoyé un Belge, enfin un Anglais plutôt. Donc on envoyait toujours les autres faire le travail et les deux sont arrivés pratiquement à la même période. Savorgnan de Brazza arrive, il plante le drapeau français sur une rive du fleuve Congo. L'autre aussi arrive, Stanley, il plante le drapeau belge là. Et les Belges et les Français commencent à se lancer des noms d'oiseaux, ils veulent la bagarre. Ils veulent faire la guerre. C'est pour cela qu'il y a eu, en 1884, la conférence de Berlin pour éviter que la Belgique et la France se fassent la guerre. Et c'est à l'issue de cette conférence qu'il y a eu le partage de l'Afrique avec les frontières que vous connaissez aujourd'hui. Oui. Si les Français n'étaient pas là pour se chamailler, peut-être que nous serons dans des ensembles différents. Mais la carte d'Afrique telle qu'elle est aujourd'hui en camembert, elle a été tracée pendant la conférence de Berlin et du côté de l'Allemagne. L'Allemagne aussi avait pris un peu ses territoires. Mais chaque fois qu'il y avait la guerre, on lui reprenait ses colonies, on donnait aux Belges, on donnait aux Français, voilà, les Rwandais, tout cela. Il y avait les Allemands avant. Et oui, et alors justement, puisqu'on est à la Cinémathèque, il y a un film qui s'appelle, alors il y a 2 titres, La Victoire en chantant, Bleu, Blanc, Rouge, qui se passe au Cameroun, occupé par les Allemands, les Français et les Anglais. Et qui reproduisent la guerre de 14 en faisant des tranchées au Cameroun. Je ne sais pas si quelqu'un l'a vu. Voilà un film à programmer à la Cinémathèque. Je pense que c'est... Vous l'avez passé déjà ? Oui. Oui. Oui, un classique du genre, justement. C'est très bien de le faire parce que le Cameroun symbolise effectivement l'exemple pratiquement d'une double colonisation. Si vous allez au Cameroun, il y a encore des gens qui ont des noms Karl avec K, parce que le nord allemand est quelque part, puis la France, puis il y a tout un mélange qui s'est passé dans cette colonisation camerounaise et de voir aussi les mouvements de résistance qui s'étaient passés à l'époque avec Ruben Oumniobé, qu'on retrouve d'ailleurs dans Les Cigognes. Je pense que le cycle de ces cinémas fait pratiquement partie écho aussi au livre que j'ai écrit, sauf que je suis venu quelques décennies plus tard, mais avec un œil sur cette traversée coloniale. Ça permet aussi, un cycle comme celui-ci, de rendre moins distante l'Afrique, de permettre à ceux qui regardent le film de comprendre que connaître l'histoire de l'Afrique, c'est en réalité relire une autre histoire de France. Parce que ces pays qui sont colonisés, ces pays qui ont été dominés, avaient presque mis entre parenthèses leur propre situation culturelle pour embrasser la civilisation occidentale. Il nous fallait vite apprendre. Il nous fallait vite être à même de parler la langue française, de l'écrire pour faire ceci ou cela. Et on ressent peut-être aussi à travers une lecture qu'on pourrait avoir de tout ce qui est cinématographie de l'époque coloniale, une nécessité qu'ont des historiens comme les Nicolas Bancel, les Pascal Blanchard, etc. Alors justement, ça tombe bien. Voilà. J'ai lancé une perche. C'est pour ça que je disais que vous étiez ma sœur d'Afrique. Hein? Maintenant que votre sang et le mien, ben, c'est uni, voilà, on se parle à demi-mot. Hein? Et alors justement, puisque ici on est dans un cycle de cinéma de l'époque coloniale, il y a un livre qui est sorti récemment qui s'appelle « Sexe, race et colonie ». Qui a suscité des controverses à cause de certaines images qui étaient montrées. J'ai acheté le livre, j'ai lu les 150 premières pages, il est très bien fait. Je voulais savoir parce que je sais que vous êtes en lien avec Nicolas Bancel, Jean Blanchard, ce que vous pouvez dire. Est-ce qu'il faut... Alors, si je peux me permettre, il y a une image dans ce livre, dans votre roman. J'ai compté, je crois que c'est répété 14 fois. Mais c'est bien.
Vous avez vu même l'image de la couverture, c'est la photo de Raymond Despardons, Oui. le plongeon. Je pense que Oui. je voulais rappeler cela aussi. Voilà. Alors, il y a une phrase qui revient dans tout le roman de cet enfant un peu naïf, et c'est qui, dans des situations, alors soit sexuelles, soit scatologiques, est en train de dire, oui, mais ça, je ne veux pas en parler, qui euphémise en fait la chose, et qui dit, il parle des évadés. Alors, les évadés, en fait, le pauvre Michel, il perd toujours son argent. Et il est en train de dire qu'il ne faut pas que ces pièces tombent de sa poche, parce que si ça tombe, je dois la ramasser sans tarder, sinon les gaillards qui fument le chanvre dans les coins de rue vont s'en emparer pour acheter des cadeaux à ces filles très maigres, les évadés qui vadrouillent avec eux. Si nous les appelons les évadés, c'est de leur propre faute. Elles ont fui le domicile de leurs parents, elles sont habillées comme si elles n'étaient pas habillées, on voit tout gratuitement, elles n'ont pas honte de ça, et en plus, elles acceptent de faire avec n'importe quel garçon des choses que je ne vais pas étaler ici. Autrement, on va encore dire que moi, Michel, j'exagère toujours et que parfois je suis impolie sans le savoir. Voilà. Et donc cette phrase revient jusqu'à l'avant-dernière page du livre. Et donc, qu'est-ce qu'on peut... Alors, c'est être poli, ce qu'on peut montrer, ce qu'on ne peut pas montrer. Donc, j'aimerais savoir ce que vous pensez de ce livre qui vient d'être publié, qui montre certaines cartes postales, par exemple, qui ont été envoyées par la poste et qui maintenant sont choquantes pour certains. Bon, moi je pense qu'il y a des choses plus choquantes dans la vie et que toute l'histoire du fantasme colonial était aussi une histoire de sexualité. Qu'on ne se le cache pas, il y avait une certaine propension dans les colonies, en tout cas les petits colonisateurs qui allaient là-bas. Il y avait le mythe, il y avait le côté obsessionnel, le côté curiosité qui était là, et ça s'exprimait à travers une littérature qui ne dérangeait personne à cette période-là. Mais nous sommes arrivés dans une époque où on nous a imposé beaucoup de canons de lecture, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Si vous faites ça, vous risquez de heurter tel groupe ou tel autre. Mais c'est de l'hypocrisie, parce que les mêmes qui vont critiquer, il ne faut pas montrer ça. Quand la lumière s'éteint, ils prennent les livres, ils disent, bon, je vais prendre le temps de bien regarder ça tranquillement chez moi. Ils les regardent. Et il y a ce livre, pour moi, est un livre qui vient sauver quelque chose. Parce que il y a pire quand vous lisez la littérature coloniale écrite par les Occidentaux à l'époque, quand on décrivait des scènes de sexualité qui se trouvent là et qui se vendent tranquillement ici. Hein. Et donc le livre de Pascal Blanchard et ses collaborateurs, notamment mon chef de département à Los Angeles, Dominique Thomas, est un livre qui plutôt va dans le sens de la réactivation de la mémoire coloniale qu'on a voulu effacer pour dire les choses autrement. Mais quand je regarde cela, ça redonne même une idée sur les canons de la beauté, sur ce qu'il faut. Est-ce que ce siècle de cette époque-là était en avance par rapport au nôtre? Je ne sais pas. Mais moi, je pense que l'histoire ne doit pas occulter les choses qui se sont passées. C'est un peu comme on demandait à l'époque qu'on enlevât dans Tintin au Congo des passages qui seraient trop offensants, qu'on enlève aussi du côté de l'esprit des lois certains éléments, ou bien qu'on ajoute quelque chose pour avertir l'électorat. Non, l'histoire, il faut la montrer dans toute la crudité. Et je pense que ce n'est pas un livre qui devait être interdit au moins de 18 ans ou quoi, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus rien à cacher. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour avoir les images les plus sordides qui soient. Et celles-là ne sont pas sordides, ce sont des images de notre histoire. À travers les images, on retrace aussi l'itinéraire de la colonisation. Et alors, justement, pour continuer pour revenir au roman et pour aller dans quelque chose que moi j'ai trouvé très agréable à lire, c'est cet enfant qui
est plongé dans la politique, dans sa vie familiale, mais aussi qui commence à s'éveiller au charme des filles. Et donc ça, c'est un moment à la fin du roman que j'ai trouvé... On était amoureux aussi, on ne croyait pas qu'en Afrique... Eh ben oui. Voilà, on est des moines retirés dans leur... C'était simplement pour changer de registre, en quelque sorte, puisqu'il y a ce passage où Michel tombe amoureux de cette jolie fille qui s'appelle Louise, oui. Et il n'ose pas lui avouer son amour. Et alors je l'avais repéré. Elle a tout noté. Hein, ah ben oui, non mais attendez, 233. 233, bon ben... C'est presque la fin. C'est une histoire d'amour, là. Eh oui. 233, voilà. Je crois, hein. 233... Ah non. Ah ben ouais. Non. Ben oui. Oui. Ah bon. Ben oui. Ah mais j'entends quelqu'un... Ah oui. Oui. Ah ben voilà. Heureusement, on a des souffleurs. Il y a Louise dans la salle, peut-être, non? Donc, c'est ici. Je sais que Louise est amoureuse de moi en secret. Mon cousin Gilbert Mokila, que toutes les femmes adorent, m'a appris des choses sur la façon de pousser une femme à être amoureuse de toi à mort. Étienne et Zéphirin ne savent pas ça. Et ce n'est pas à moi de leur donner ce secret, sinon l'un d'eux va attraper le cœur de Louise et jouer avec ça comme si c'était un ballon de football. Gilbert Mokila, que nous appelons aussi magicien, dit que chez les femmes, l'amour arrive en cachette et que même si tu le vois arriver en vitesse comme une voiture de sport, il faut être tranquille, peinard, faire semblant que tu n'as rien vu, sinon l'amour ouvrira ses ailes, il s'envolera et ira se réfugier chez l'autre garçon qui a toujours été calme. Magicien a raison. Et c'est pourquoi moi aussi je reste calme et j'attends dans mon coin que l'amour là arrive de lui-même. Le mois dernier, j'ai quand même perdu mon calme. J'ai écrit un petit poème que j'ai montré à Louise sans qu'Étienne et Zéphirin le sachent. Je ne l'ai pas encore fini car il n'y a pour l'instant que 4 lignes que je corrige tout le temps parce que je trouve que c'est encore long avec trop de syllabes alors que je voudrais faire des alexandrins comme dans la poésie qui est dans les livres en français. Voici mes 4 lignes, c'est provisoire, hein? Ça peut encore changer demain ou après-demain. Toutes tes robes rendront jalouses les cigognes blanches. Jusqu'à la fin du monde, elles resteront toujours sans tache, car je m'en occuperai chaque jour, chaque fois, pendant ton sommeil, et tu les retrouveras aussi belles à ton réveil. Quand Louise a lu ça, elle m'a regardé des pieds à la tête comme on regarde les gens qui sont mal habillés et qui osent se promener au centre-ville. On dirait que la honte n'a jamais habité dans leurs pensées. Michel, tu as recopié ça quelque part? Je me suis dit, si elle pense que c'est moi, Michel, j'ai recopié ça quelque part, c'est qu'elle a aimé mon petit poème qui est bien. Trop fier de moi, j'ai répondu à Louise, est-ce que moi, Michel, je peux recopier quelque chose? Et tu as écrit ça pour qui? Parce que, regarde bien, hein, il n'y a pas le nom de la fille en question dedans. C'est là peut-être que j'aurais dû lui dévoiler mes sentiments. Au lieu de lui annoncer que c'était pour elle que j'avais écrit le poème, moi j'ai dit, ah non, c'est pour celle qui va être ma femme, hein, celle que je vais aimer matin, midi et soir. On s'était un peu écarté du manguier parce qu'Étienne et Zéphirin voulaient savoir ce qu'on se racontait et pourquoi Louise m'écoutait avec une figure très gentille et souriante. Mais quand elle a lu une 2e fois, puis une 3e fois ce bout de papier, sa figure n'était plus gentille comme avant. Dis-moi la vérité, Michel, tu as écrit ça pour Caroline, ta copine que tu avais à l'école primaire, la sœur de Lounès. Ah non, Caroline est même mon ennemi, ma belle, pas moi. C'est vraiment fini entre elle et toi? Ben, c'est mieux comme ça parce que moi, j'avais trop mal à cause de ses caprices. D'ailleurs, je ne parle plus à son frère Lounès et Caroline ne vit plus à Pointe-Noire. Ses parents l'ont envoyée à Brazzaville parce qu'elle commençait à trop s'agiter avec des garçons trop vieux par rapport à elle. Louise était maintenant très heureuse. Donc, tu veux dire qu'au moment où nous parlons, tu n'as plus de copine, c'est ça? J'ai encore gâché ma chance. Peut-être aussi parce que je ne voulais pas qu'elle se moque de moi en racontant que je suis un cailleur, c'est-à-dire quelqu'un qui n'arrive pas à trouver de copine depuis très longtemps. Ah, parce que tu crois que moi, Michel, je suis un cailleur? Si, j'ai une copine. Hein? Ah bon? Elle est avec nous au collège, je la connais? Non, elle n'est pas au collège et tu ne la connais pas.
Ben, elle s'appelle comment alors? Ben, je ne te dirai pas ton nom. Hein. Et son nom, elle veut que ça reste trop top secret entre elle et moi. Sinon, l'amour s'envolera et ira se réfugier chez un autre garçon qui est calme et peinard. Elle a commencé à se toucher les cheveux et à remettre du rouge à lèvres devant moi. Elle n'était même pas gênée et énervée que mes yeux restent collés sur son haut, tellement bombés que si on ne fait pas attention, on va croire qu'elle a camouflé 2 papayes géantes dedans. Je ne savais plus ce qu'il fallait que je sorte comme baratin parce qu'elle devenait plus belle en face de moi et qu'Étienne et Zéphirin boudaient loin là-bas. Magicien dit souvent que devant une fille, si on n'a rien à dire, il vaut mieux se taire pour ne pas tout gâcher à cause de la bouche qui parfois ne demande pas la permission à la tête avant de s'ouvrir et de raconter n'importe quoi. Or, si on ne dit rien, c'est mieux. C'est le silence qui parlera à la place. Louise a dit, au moment où elle rangeait son rouge à lèvres dans sa trousse, « Tu vois, Michel, moi j'aimerais qu'un garçon m'écrive la même chose. En plus, cette fille qui est dans ton poème a vraiment de la chance. » « Ah bon? Quelle chance est là? » « Eh bien, tu l'as écrit dans ton poème. Elle n'aura pas besoin de laver ses robes. Tu lui feras ça à sa place matin, midi et soir. » Alors, je crois qu'on va devoir finir. Est-ce que j'ai juste une question de 10 secondes? Votre livre est sorti en France au mois d'août. Hein. Est-ce que on peut le trouver au Congo? Bon, les Congolais ont du mal à le trouver parce que il n'y a qu'une seule librairie, c'est la librairie du gouvernement. Ah. Donc vous imaginez qu'on ne va pas mettre une grosse photo en disant « Attention, ces livres-là parlent de l'assassinat du président Marien Ngouadi, dans lequel le propriétaire de la librairie pourrait être impliqué. » Donc on ne peut pas montrer ça forcément, mais il y a une FNAC qui a ouvert à Brazzaville. Donc, apparemment, c'est là qu'on achète le livre, mais il y a des témoignages qui me viennent qu'ils ne le trouvent pas forcément. Donc, et vous pouvez aller au Congo? Soit c'est le gouvernement qui achète tous les stocks quand ça arrive, pour que les Congolais ne les lisent pas, ou alors les Congolais sont tellement dans le livre que dès qu'il arrive, ils l'achètent. Mais ça circule par le manteau. Je sais que des gens, par l'aéroport, ils s'envoient le livre, et on ne peut pas cacher dans sa poche la lumière du soleil, comme disait ma mère. On va finir sur cette belle phrase de votre mère, qui est un personnage extrêmement sympathique et fort dans ce roman. Merci beaucoup. Merci.